Hey, bienvenue dans votre trio économique. Là, Vincent, il cherche un poisson. Il dit qu'il est prêt à prendre un pari que 100 piastres que Trump... un pays aussi, il est prêt à prendre ça. Oui, oui, oui. On le sait, là. Par la force, s'il faut. Par la force, s'il faut. Il est prêt à prendre un pari... Non. Mais de toute façon, même si tu es prêt à prendre un pays par la force, man, t'as-tu vu la shape? Non, vraiment pas. Tu réussiras pas. Non, je sais. Donc, je disais, Vincent veut faire un pari. 100 $ que Trump va gagner l'État de New York. Alors, il se cherche un poisson. Si vous voulez être son poisson, faites 10 signes. Je pense qu'il y a des 100 pièces à dépenser facile. Mais tu dois te faire ça, tu penses? On est-tu en train de sanctionner la chaîne YouTube parce qu'on fait des paris? Non, mais vous savez que ce pas des vrais paris. De toute façon, la dernière fois que Vincent a fait un pari public, c'était avec Anne Rochdy, il n'a jamais été payé. Fait que c'est pas des vrais paris, c'est clairement des paris fictifs, les paris à Vincent. Oui, absolument. J'ai jamais vu la couleur de cet argent-là. Quand tu sais d'argent que Rochdy a donné dans le podcast pour faire des insultes, je pense qu'il a quand même payé une partie du pari. Oui, je pense que ça a été rentable. Ceux qui se demandent c'est qui Yann Rochdy, faites pas de recherche, ça vaut pas la peine. C'est un insight. C'est pour les gens qui écoutent beaucoup trop Yann et Frank et le trio économique. C'est tout simplement ça. Je pense que la semaine prochaine, on va être dû pour faire Q&A. Fait que là, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux sur les Patreons. Faites ça quand je suis pas là, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, t'es pas là, toi. C'est jamais là, toi, Carlis. Hey, tabarnache. T'as peu, là. Une vraie job, moi, là. Pas comme Geloso, là. Hey. Je la voyais tellement venir. En allant jouer au baseball. je le voyais tellement venir, j'étais là, il est prévisible. Bon, OK, on va peut-être en remettre ça plus tard. 40 épisodes, là, on n'a pas le choix. On va peut-être en remettre ça à plus tard. D'abord, je reviens sur mes plans. Ah, mais j'ai pas besoin d'être là pour un Q&A. Mais de toute façon, le monde m'a c'est parce que la moitié... Ben non, justement, si la moitié des questions vont être dirigées, fait que... Ah, OK. C'est un peu plate dans ce temps-là. Fait que... ben c'est ça. Fait que là, Vincent, de quoi on parle aujourd'hui? Ben écoute, je t'avais envoyé l'article sur les grosses libéralisations. Oui. L'environnement. Ouais. Là, ça va parler de décroissance. Il manquait de crosseurs dans ma vie. Let's go. On parle des décroisseurs. Des décroissants. Let's go. Écoute, il s'est fraîchement sorti du four, ça, là. Oui. Avec Alicia Plemon, Justin Calais. Je ne sais pas exactement comment il faut prononcer son nom. Là. C'est un gars de la Louisiane. C'est un gars de la Louisiane. Fait que Justin Calais. Ça prend l'accent cajun, Frank. Ouais, ben il ne parle pas français, puis non seulement ça, mais apparemment, on est en risque de devenir la Louisiane selon le premier ministre. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce détail-là. À toutes les 2 minutes, il y a 50% moins d'auditeurs. Là. Arrête, là. Il ne faut pas parler de François Legault ici. Non. Donc, c'est cet article-là ici que vous avez publié à 3. Do Big Liberalization Hurt the Environment. Donc, ça, c'est une autre recherche que tu avais faite par d'autres, puis tu as mis ton nom dessus, Vincent? Oui, absolument, okay. Parce que c'est comme ça qu'on fait de la recherche. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste trouver des idées intéressantes, puis je freeride sur les talents de gens bien moins compétents que moi. On peut couper ce bout-là, si tu veux. Ouais, ben, non, c'est correct. T'es chanceux que les co-auteurs ne parlent pas français. Non. Écoute, c'est un travail d'équipe. Ça faisait 1 an qu'on travaillait dessus. On a fait plusieurs itérations, puis on a gossé longtemps. Puis c'est motivé par le fait que, honnêtement, je pensais que le truc de la décroissance, ça allait être un fad temporaire, mais ça continue de grimper, ça continue de devenir plus populaire. Puis c'est quand même assez inquiétant. Puis quand, les vendeurs d'élixir des temps modernes. T'es raide, mais je pense que c'est pas faux non plus. Là. Mais tu sais, je m'étais assis avec mes co-auteurs parce que chaque année, on a un workshop, on en fait un où est-ce qu'on prépare toutes les données puis les articles qu'on veut faire pendant une semaine intense. Au Starbucks? Non, dans la salle de conférence, l'une des salles de conférence de l'université. Parce que, je veux dire, quand tu es une université, tu as des salles de conférence, justement. Avec un Internet qui fonctionne bien? Avec un Internet qui fonctionne
OK. Ouais, c'est ça. Il est très bon pour prendre des courriels. Pour prendre un courriel, la bande passante. Mettons de côté ce que j'allais dire parce que j'allais me fâcher, mais quand on a commencé, on s'est dit comment est-ce qu'on peut répondre à l'argument de la décroissance? Puis ce qu'on a réalisé, c'est que quand tu vas voir parmi les économistes, tu n'as pas de désaccord sur est-ce qu'il y a un antagonisme entre la croissance économique et les questions environnementales. Donc, tu vas avoir des gens qui vont dire on peut faire des politiques publiques qui accommodent la croissance, mais qui peuvent régler les problèmes environnementaux. Donc, des économistes plus centre-gauche. Puis, tu vas avoir des économistes plus libéraux qui vont dire en fait, l'État cause le problème, mais à tous les degrés, tu as un accord qu'il n'y a pas un antagonisme naturel. Il y a des réponses différentes, mais ce n'est pas impossible d'avoir de la croissance et des améliorations environnementales pour les gens qui sont des économistes. Les décroissantistes sont différents. Ils disent qu'il y a une tension naturelle et irréconciliable entre la performance environnementale et la croissance économique. Charlatan. Tu ne peux pas résoudre la chose. C'est ça leur claim. C'est vraiment important de le comprendre parce que c'est basé quand même... sur rien. Si je voulais être pas généreux, puis que je continue de faire la stratégie. C'est ma job dans le podcast. Oui, je sais, mais en même temps, plus j'avance dans le temps, plus je veux utiliser mon quatrième trio, parce que j'aime vraiment l'expression que tu m'as donnée là-dessus, de me servir dans mon quatrième trio, comme dans le débat avec le gars de l'Iris au 98.5. Toujours le quatrième trio, c'est celui qui... si je réussis à gagner avec le quatrième trio, je devrais être content. Ça veut dire que tout le reste sera encore plus sauvage, mais... c'est quoi la version la plus généreuse? Donc, l'argument, tu sais, comment je fais pour moi me faire le plus mal possible à mon argument, puis que je peux leur répondre sur leur terrain à eux, surtout. Et on a trouvé une manière de le faire, donc d'être le plus honnête possible à leur égard. Fait que vous avez décollé un élevage de licorne? Tu me fais penser à la clip de « Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et font des caca papillons. » Yann, il est vraiment mindé sur essayer de me faire de me mettre de côté. Ouais. Je vais essayer de me discipliner et de rester on focus. Mais le truc qu'on a trouvé pour le faire, c'est qu'il y a une grosse littérature qui montre que des grosses libéralisations. Donc, des gens qui font des shock therapy, si tu veux. Un remède de cheval. Un remède de cheval, c'est accompagné de croissance économique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, on va prendre ces articles-là, on va prendre la même méthode qu'ils ont. La seule chose qu'on va changer, c'est la variable dépendante, c'est-à-dire la variable qui nous intéresse, c'est la pollution atmosphérique, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Et on dit, OK, s'il y a vraiment une tension irréconciliable entre croissance économique et environnement, ben, les cas de libéralisation qui ont mené à une croissance économique devraient mener inévitablement à un déclin du niveau de vie, de la performance environnementale. Tout à fait. Fait que c'est leur setup. On dit, regarde, si on trouve ça, on a rempli votre condition nécessaire pour dire que la croissance économique nuit à l'environnement. Alors, on va se servir des grosses libéralisations comme le mécanisme pour faire ça. Donc, on a 49 cas de grosses libéralisations, puis on regarde... C'est quoi une grosse libéralisation? Mettons un exemple typique. Bien, en gros, ce qu'on regarde, c'est qu'on en a parlé tellement de fois ici, tu as les indices de liberté économique de l'Institut Fraser. Ah non, juste concret, là. Ah oui, mais ce que tu fais, c'est que tu as un indice de 0 à 10 si tu as fait plus qu'un point. Puis un point, là, pour donner une liste, parce que là, je suis dans l'article puis je cherche la liste des pays qui ont fait... Oui, mais une grande libéralisation, c'est-tu légaliser le pot? Non, c'est genre sécuriser le droit de propriété, privatiser des sociétés d'État, couper les dépenses publiques. Donc, dans les exemples, tu aurais la Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher. C'est un exemple de ça. Le Chili, après... extrême droite. Extrême droite, Pinochet. Absolument. Extrême droite. Oui, exactement. Regarde. Fermez le podcast. Si vous êtes de gauche, vous pouvez dire que vous n'avez plus besoin d'écouter le reste. C'est maintenant étiqueté. Classez ça, c'est terminé. Vous avez gagné. OK, donc je vais continuer. La Nouvelle-Zélande, qui est un autre exemple de ça avec un paquet de privatisation, mais aussi toutes les anciennes économies communistes, lorsqu'elles ont
qui ont fait la meilleure type de transition possible. Ils ont fait des petits changements économiques, eux autres. Hein? Tu m'as volé ma joke de transition. La meilleure transition possible, c'est du socialisme vers le capitalisme. C'est toutes les bonnes transitions dans le monde se sont faites là. C'était une joke. Tu es un transitionneur expérimenté. Exactement. Okay. Mais en gros, c'est les cas qu'on regarde. Et on dit, OK, on va essayer de faire, on va prendre tous ceux qui ont libéralisé, puis on va trouver c'est qui les plus proches comparables qui n'ont pas libéralisé. Donc, on va essayer, on utilise une méthode qui s'appelle matching en économie. Fait que c'est un pays qui ressemble à un pays qui a fait une grosse libéralisation, mais que lui, il n'a juste rien fait. Exactement. Puis on essaie de trouver le plus proche comparable ou les plus proches 3 comparables. Donc, c'est un peu comme si on essayait d'imiter si ça avait été assigné aléatoirement dans un laboratoire. Donc, quand Frank faisait sa joke cette semaine d'une enquête randomisée, ben, on essaye d'imiter une enquête randomisée ici avant que Frank rit de moi, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé. T'as-tu senti qu'on a ri de toi dans ce podcast-là? J'adore quand vous riez de moi de ma job. Tu sais, Yann qui dit que je ne travaille pas, mais il rit de toutes les choses que je fais. C'est peut-être parce que je ne fais pas beaucoup de choses. Écoute, on ne sait pas. Mais tu sais, écoute, si je me compare à l'Irish, je fais infiniment plus. Là, c'est pas un bon comparable. Je veux dire, c'est pas un bon match que tu viens de faire. Non, je sais, mais... Je veux dire, c'est comme le gars, il joue dans NHL qui est content de battre des atomes B, man. Oui, mais attends une minute. Là, tu le sais que infiniment plus, relativement à 0, tout chiffre est infiniment plus grand que 0. Donc, je n'ai pas besoin de stipuler quel point j'en fais. Mais en gros, on regarde qu'est-ce qui se passe sur les émissions de CO2 5 ou 10 ans après les réformes, puis on compare pré-2000 et post-2000. Fait que là, tu as lâché ton dada de croissance économique, de niveau de vie, de PIB, de PPP, de GNP. Tu as tout enlevé tes petits acronymes de marde. Là, tu as parlé des vraies affaires, le CO2. Oui, exactement. La chose qui... bon, il était temps que tu y arrives, man. Ouais, il est temps que tu évolues. Tu es un progressiste maintenant. Écoute, maintenant, je suis une personne noble. Pas si noble que ça, là, mais... tu lâches le steak pour être noble. Il y a des choses qui se disent pas, mon cher. Il y a des blasphèmes qui ne peuvent être proférés. En gros, écoute, fort simple, c'est qu'il n'y a aucun effet. Il n'y a aucun effet sur les émissions de gaz par effet de serre dans les 5 ans après les réformes. Il n'y a aucune augmentation significative. Quand on regarde les post-2000, parce que là, on inclut tous les cas depuis 1970, mais si tu regardes post-2000, où est-ce qu'il y a des meilleures technologies en général, ben là, en fait, on trouve des petits signes que les libéralisations réduisent la pollution. C'est sûr, la technologie est tellement avancée à cette heure que c'est... Parce que quand tu arrives avec l'industrialisation, vraiment au début de l'industrialisation, dans un bout où est-ce qu'à chaque fois que tu as de la croissance économique, nécessairement, tu pollues beaucoup plus. Ouais. Parce que tu as plus de machines, et tu brûles plus de charbon, blablabla. Mais tu sais, on dirait qu'il y a des gens qui sont restés jammés dans ce paradigme-là. Ils ne réalisent pas qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, qu'à un moment donné, tu es capable d'avoir de la grosse croissance économique sans augmenter tes émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, Yann et Vincent, ça, c'est de quoi qu'on avait déjà montré, mais ça vaut la peine de répéter des fois, de faire rejouer le disque, là, parce que ça a l'air difficile à comprendre pour plusieurs personnes. Là, mais ce que Yann vient de dire, ce que Vincent dit depuis tantôt, là, ça se vérifie très facilement. ourworldindata.org. Et voici les graphiques. Et là, vous allez remarquer quelque chose de très subtil. OK, je le sais que ça va être difficile, là, mais c'est vraiment une distinction qui est très, 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 très subtile. Donc là, je vais le mettre en full screen de même. On a des graphiques à l'écran. Donc, la petite ligne verte ici, c'est la croissance économique. Anti-bleu, c'est le CO2. Et en rouge, on a la Consumption-Based CO2 Emission. Donc, dans le fond, l'émission de gaz de CO2 reliée à la consommation. Celui qui tient compte du commerce international. Donc, que j'importe des biens au lieu de les produire. C'est ça.
Donc, si tu regardes en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans l'Union européenne au complet, ainsi qu'au Canada, tous ces territoires-là, ces pays-là, ont en commun une chose, ils ont de la croissance et une diminution depuis la fin des années 90. Le moment varie, là, certains sont au début des années 90, d'autres au milieu. D'ailleurs, aux États-Unis, on le voit, là, il y a une croissance et il y a des diminutions d'émissions de CO2 malgré cette croissance-là. Et à tout hasard comme ça, il y a 2 endroits où ça n'a pas encore, c'est pas encore effectif, en Afrique et en Asie. Colin, je suis flabbergasté. Je Hey, ne serais pas douté. Ben oui, Non, mais qui l'aurait cru quand même? Qui l'aurait cru? Donc, en Afrique, la croissance s'accompagne d'une augmentation de la pollution, ainsi qu'en Asie, ce qui est exactement le point que tu faisais. Ça veut dire qu'il y a un point précédemment, d'inflexion. là. Il y a Ben un oui, point d'inflexion à un moment donné. il y a un point d'inflexion qui a l'air à correspondre à peu près au niveau de développement des pays, du pays occidental moyen des années 90. Disons ça Voilà, comme c'est ça. à peu près Ça, ça. c'est ce qui met les pays d'Asie et d'Afrique peut-être à 20-30 ans de tout ça environ. Ouais, je suis pas en désaccord avec ça. Je vais mettre le lien là, dans la description. Les gens pourront aller s'amuser. C'est le fun en plus, parce que tu peux choisir le pays. Là, j'ai mis l'Afrique, mais j'aurais pu choisir l'Azerbaïdjan, le Bangladesh. Tu peux prendre tous les pays dont on a du data là, et le voir. Et les seuls endroits où les émissions augmentent couplés à de la croissance sont les endroits qu'on disait jadis sous-développés. Mais pourquoi on ramène. Mais Frank, pourquoi on n'est pas capable d'évoluer les consciences? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu vois clairement que dans tous les pays développés, plus il y a de la croissance économique, moins il y a de CO2 d'émis. Parce que, et c'est un point que j'avais dans la tête quand Vincent parlait tantôt, Vincent, il est extrêmement généreux là, dans son papier. Oh, oui. Il a pris pour acquis. Lui, c'est son 4e trio. Nous autres, on va envoyer le powerplay à la glace. Oui, mais le 4e trio a été à ce point généreux qu'il a pris pour acquis que ce qui préoccupait fondamentalement les gens qui prônent la décroissance, c'était la pollution et l'émission de gaz à effet de serre. Oh, et ça, c'est une assumption très, très, très généreuse. Il a déjà dit dans un autre podcast que ces gens-là avaient déjà des solutions avant que le problème arrive. Là. Et dans le cas de cette mouvance-là, c'est spécifiquement le cas. C'est-à-dire que les décroissants, ils existaient avant même qu'on parle de gaz à effet de serre et ils prônaient ce qu'ils prônent, la fin du capitalisme, les sociétés locales, les monnaies locales, toutes les patentes qui viennent avec. Il parlait de ça dans les années 60, 70, avant même qu'on parle. Tu as eu plusieurs itérations. Avant qu'il parle du CO2, il disait c'est parce qu'on va épuiser les ressources. Et voir Club mais dans Nova, le temps, ça faisait du sens, Frank. Tu arrives dans les années 60, on le voit sur les courbes, croissance économique, augmentation de CO2 directement. Au moins, dans ce temps-là, ça faisait du sens. Mais depuis les années 90, en Occident, ça n'avait plus de sens. Oui, mais moi, mon point, c'est que peu importe que ça fasse du sens ou pas, c'est ça la solution qu'ils veulent. Ouais. Donc, tu sais. Peu importe qu'on ait besoin ou qu'il y ait réellement un problème, c'est pas grave, on veut la solution. Ce qui est important, c'est la finalité de la chose. Le moyen par lequel y arriver, lui, est plus ou moins important. Ça, j'en parlais là, dans mon bouquin sur la décroissance, là, mais les premiers penseurs de ça, au départ, ils riaient de l'écologie. Là. Ils disaient l'écologie, c'est un truc d'urbain qui se sent coupable d'avoir brisé la nature. Et c'est un peu, c'est un truc un peu dérisoire. À un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était une manière que ce discours-là avait un impact sur les gens parce que personne ne veut vivre dans un endroit pollué avec un air malsain, tout ça. Donc, ils l'ont récupéré. La récupération par les décroissants du discours écologiste, là, c'est fin des années 90, début 2000. Avant ça, il parlait d'autre chose. Il parlait de l'épuisement des ressources, qu'il allait plus avoir de... Il y a tout le discours sur le peak oil. Là. Oui, puis tu peux les voir dans certaines personnes qui sont les écologistes les plus âgés. Tu les vois dans les plusieurs itérations parce qu'ils ont des plus longues carrières. Mais je pense que ça vaut la peine aussi. Encore une fois, là, je sais que c'est le 4e trio, mais c'est bon aussi d'y aller avec le 4e trio. Parce que ça veut dire que même leur argument n'est même pas capable de survivre sur les mérites qu'eux prétendent vouloir le faire. Donc, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de prendre mes meilleurs arguments, que je crois que ce n'est pas de bonne foi, cet argument-là qu'il est fait,
qu'il y a des manières d'accommoder une économie de marché pour ça, puis d'être encore plus efficace. Nous, ce qu'on dit, c'est indépendamment des politiques publiques qu'ils font, c'est tout à fait possible d'avoir de la croissance économique avec des améliorations environnementales. Puis là, il y en a qui, tu sais, puis pour te montrer à quel point on a passé de la gratte sur l'argument, on n'a pas juste pris les émissions par personne, on a pris les émissions totales, puis les émissions par dollar de PIB. Les libéralisations réduisent massivement les émissions par dollar de PIB. Elles n'ont aucun effet sur les émissions totales et elles ont peut-être des petits effets négatifs sur les émissions par personne. Ça veut dire qu'au final, le total ne change pas. Tout ce qui change, c'est l'intensité qui se produit. Donc, moins par personne, moins par dollar de PIB. Autrement dit, c'est que vous pouvez continuer de vous enrichir en toute tranquillité. La réalité, c'est que c'est plus lié. L'enrichissement de la collectivité n'est plus lié au CO2 qui est émis vraiment. Là. Exactement. Hey, quand tu prends quand tu prends juste un pays, là, ça c'est les États-Unis, là, c'est assez radical, l'inflexion qui se passe. Il y a un découplage qui s'est effectué. Ouais, tu vois, quand on atteint en 2005 là, un genre de... Là, c'est le turning point. Là, et là, ça ne fait que descendre. Là, il y a des petites remontées, ça descend, ça descend, ça descend. Mais pendant ce temps-là, Et puis l'intensité de la flagellation, elle a augmenté pendant tout ce temps-là. On a c'est inversement relié. On a l'impression qu'on est pire qu'avant. Tu sais, je veux dire, quand tu lis là-dessus, les chroniqueurs, t'es là, tu dis, on n'a jamais été aussi inconscient d'un point de vue écologique. Puis là, maintenant, t'es là, ouais, mais attends un peu, là, il me semble que je me rappelle dans les années 90, on était inconscient pour de vrai. Là, on l'est putain. T'es là, tu dis, à écouter les médias, on est dans un monde complètement débile mental qui surconsomme et qui fait exprès pour polluer la nature, alors qu'en réalité, les chiffres, c'est pas ça qu'ils nous disent pantoute. Frank, laisse le graphique sur la Chine, là, parce que la chose que je pense qui est vraiment importante de faire comprendre, c'est... Puis ça, là, on le dit souvent, le Canada fait 0,4% des émissions dans le monde. Le Québec fait 0,4% des émissions dans le monde, puis les écolos répondent, mais c'est un problème mondial. Non, c'est pas un problème mondial, c'est un problème qu'il y a plusieurs pays qui ne sont pas assez riches présentement pour avoir des technologies puis d'avoir des processus de croissance économique qui sont plus verts. La manière que tu les as plus verts, c'est que tu te développes. Il y a peut-être des pays aussi qui sont peut-être un peu trop communistes, comme la Chine. Oui, mais mettons de côté. Encore une fois, je m'enlève mon meilleur argument. Le communisme, écoute, je pense que le plus grand écocide, parce que c'est un terme que les écologistes aiment, l'écocide, les plus grands perpetrators, je ne sais pas c'est quoi en français, Ça, c'est un génocide de milieu humide. Un génocide de milieu humide. Un génocide à couleuvre. les plus grands écocides, OK, le terme. Les tueurs de couleuvre. Les tueurs d'environnement, OK, on va utiliser leur mot à eux. C'est tous des économies planifiées. C'est pas des économies libérales. Mais on va mettre ça de côté, c'est notre meilleur argument, ça. C'est celui qui fonctionne le mieux. Les économies libérales sont beaucoup mieux à même de gérer des problèmes environnementaux. Ça, c'est l'argument du power play avec Ovechkin dans le slot. Oui. Puis l'autre équipe, c'est une équipe de Pee-Wee. L'Iris. Ils sont pas méchants avec les Pee-Wee. Je ne sais pas c'est quoi le premier grade de junior, mais c'est en bas de Pee-Wee, l'Iris. Mais la Chine, c'est le plus grand émetteur. C'est celui qui a la plus grande croissance des émissions relativement à sa croissance économique. Et ça veut dire que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à un point où est-ce que la Chine puisse devenir tellement riche qu'elle puisse réduire ses émissions, donc de commencer à apaiser le cumulatif. Puis ça, il faut comprendre, c'est quoi que la croissance économique. Pour les écolos, là, il y a trois manières que la croissance économique affecte l'environnement. Pour les écolos, si on a plus d'activité économique, on a plus de pollution, point barre. Oui, mais avec l'activité économique, plus on devient prospère, il y a deux autres choses qui se passent. C'est qu'on change les techniques, puis les techniques deviennent meilleures. Et donc là, on utilise moins d'énergie, on l'utilise mieux. Donc, l'effet des techniques est important, mais aussi l'effet du changement d'industrie. On en demande moins aussi en utilisant, au lieu d'avoir un secteur agricole très polluant, on a un secteur des hautes technologies qui est beaucoup moins polluant, beaucoup moins demandant sur la nature qu'autre chose. OK, lancer de punition pour l'Iris. On leur donne une chance. OK. On a exporté nos émissions de gaz à effet de serre en Chine puis en Inde. C'est notre faute en réalité. On a transformé ces pays-là dans notre propre dompe. Donc, on s'est offert une bonne conscience. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Vincent?
j'ai à dire que dans les résultats qu'on a faits, on utilisait les consumption base. Fait que par définition, on a tenu compte de ça. Dans les données qu'on a utilisées, on tenait compte de ça. Autrement dit, le fait que tu as une production industrielle d'exportation, ça n'a pas rapport parce que tu fais juste regarder les émissions de CO2 en fonction de ta consommation locale et non pas de tes exportations. Exactement. Et non seulement ça, mais je vais être encore. Colin, man, il t'en échappé. Tu n'étais pas obligé de faire un save. Tu aurais pu le laisser scorer. Non. Non, écoute, si je suis capable de bloquer avec un gardien de but à moitié sous, écoute, ça te montre à quel point c'est un argument. Puis oui, je sais qu'on manque de générosité, mais la réalité, c'est que l'argument ne tient pas. Il y a des arguments plus forts là, pour la lutte au réchauffement climatique. La version de décroissance ne tient même pas Est-ce que la raison pourquoi c'est présent dans le discours public puis que c'est une chose qui est populaire, c'est le même principe un peu que Triolax existe, dans le sens que ça sert absolument à rien, le Triolax. Tout ce que ça fait, c'est un backwash, mais tu sens passer ton backwash, tu as l'impression de filer mieux le lendemain. Mais cette analogie-là m'a tué. Mais est-ce qu'on est dans une situation où est-ce que l'argumentation est tellement simpliste, puis elle semble au premier degré tellement évidente, même si elle est toute fausse, que c'est la raison pourquoi ça reste dans le discours public? C'est que c'est... Tu sais, on vend du Triolax parce que les gens, ils pensent qu'ils ont besoin d'éliminer leurs toxines dans leur intestin pour vrai. Là. Ils ne réalisent pas qu'il y a de la merde, c'est toxique à la base, puis en tout cas, peu importe. Mais tu sais, on a toujours réussi à vendre du Triolax avec des charlatans et des vendeurs d'élixir. Ben, on est capable de vendre la décroissance avec des charlatans et des vendeurs d'élixir aussi. Ouais, mais en même temps, tu sais, je ne sais pas pourquoi ça tire aussi longtemps. Tu sais, Frank avait raison tantôt. Il disait ils traînent depuis longtemps, ces gens-là. Leur argument, il est sur la place publique depuis fort longtemps dans des formes différentes. Mais même si l'académique débattit l'argument, pourquoi c'est encore là? Wishful thinking, ça serait mon réflexe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent vraiment croire certaines choses. Ou bien... c'est un discours qui est habillé aussi. C'est un discours qui... Comment je dirais ça? Et c'est rare qu'il se présente sur son véritable jour. Il est souvent présenté comme... En gros, là, si tu demandes aux gens, là, c'est quoi la décroissance dans leur tête, là, dans leur tête, c'est la simplicité volontaire. C'est Pierre Rabhi. C'est le gars qui... c'est le genre un peu écolo, un peu romantique, le retour... Il y a une part de romantisme qui est mis là-dedans. Le retour à la terre, tout ça. Ouais. Et c'est... Ouais, ça n'a pas rapport à ça, Harmonium. C'est parce que t'avais l'air à parler d'un hippie, fait que ça m'est venu tout de suite en tête. Ben c'est ça, mais il y a un discours un peu hippie, un peu superficiel qui est mis de l'avant. Quand tu regardes un peu là, les gens qui parlent de ça dans les médias, c'est tout le temps genre, mais on va faire des petits gestes, on va faire la politique des petits gestes, les pailles en carton, ce genre de trucs. Mais alors que, fondamentalement, c'est pas de ça qui est question. Là. C'est de dire que la croissance économique est une mauvaise chose qu'il faut inverser. Il faut changer de paradigme, ça prend plus de croissance, ça prend plus d'activité économique. Il y a une crise de marge entre ça puis le discours qui peut très bien se tenir sur un point de vue individuel. Là, je m'achète une terre, je m'en vais cultiver mes légumes. Ça, c'est un projet individuel. Moi, j'ai rien contre les projets individuels. Les gens qui veulent vivre d'amour et d'eau fraîche, le retour à la terre, tout ça, c'est leur libre. Savez-vous quoi? Moi, je veux que vous puissiez être totalement libre de le faire. Sauf qu'ils confondent des projets individuels romantiques avec une politique économique globale là, ou un changement de régime. Oui, bien ça, je pense que ça peut être... Ça can be subsumed, je ne sais pas c'est quoi en français, mais je peux le rentrer dans ce que j'appellerais le biais du concours. Subsumer, ça existe. Subsumer en français, ouais, OK. Ouais. Je peux le subsumer dans le biais du concours de beauté. Hein? Ça, c'est le biais du concours de beauté, c'est l'idée que tu vois le premier chanteur, la première participante qui arrive au concours de beauté et tu es déçu. Et donc, tu dis... Sur cette base, elle est disqualifiée et je donne la médaille à la prochaine participante. Pourquoi? Elle avait un pénis? Ou... Je vais juste ignorer Yann. On fait juste ignorer la première participante puis on passe à on donne directement à la prochaine. Je sais pas, les concours de beauté à cette heure, c'est tout le temps le petit gros qui gagne. Là, Okay. Ben, dans ce cas-là, j'ai une chance. Donc, tu le donnes au prochain participant sans même l'avoir vu.
l'idée ici, c'est que c'est un... Pourquoi tu ferais ça? Ben ça, le biais du concours de beauté, c'est le biais que si tu ne rencontres pas un idéal au premier coup, automatiquement, l'alternative doit être meilleure, alors que OK, c'est c'est que pas dans le vrai. fond, la première babe qui circule, tu dis, je suis dans un concours de beauté, c'est impossible que ce soit la plus belle déjà qu'on me présente. C'est sûr que Exactement. ça ne peut pas être elle. Puis que parce que tu dis que tu n'as pas ce que tu veux comme idéal, l'alternative doit être, le prochain doit être meilleur. Alors que ce n'est pas automatiquement vrai. C'est possible que le prochain soit meilleur et mérite de gagner, mais les chances que ça soit vrai sont très, 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 très faibles. C'est ça le biais du concours de beauté, c'est que tu donnes la médaille au deuxième participant après avoir été déçu par le premier, mais que tu n'as pas vu le deuxième encore. Ben, ça, c'est le biais du concours de beauté. Puis je pense que c'est ça qui se passe avec beaucoup de personnes. Ils voient que le marché, puis là, tu sais, là, je sors mon power play. Mon power play, il ne va pas scorer à toutes les fois. Il va manquer des affaires. Puis les économies de marché ont des limites. Il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de réaliser immédiatement. Ce qu'on voit, c'est que les économies de marché sont capables de résoudre les problèmes. Mais des fois, en faisant la résolution d'un problème, il y en a un nouveau qui apparaît qu'on n'avait pas prévu à un moment, qu'on ne pensait pas qu'il était une possibilité. Les problèmes environnementaux du passé, c'était le smog. Le smog n'est plus un sujet aujourd'hui. On est passé après ça au sujet c'est Keynes qui s'est amusé beaucoup avec ce biais-là, hein, oui. dans ses recherches. Il y en a beaucoup. Ben, mais tu sais, ça vient de lui. Mais l'argument ne peut jamais être hey, vu que mon système est imparfait, voici l'alternative qui, elle, l'est encore plus. Tu sais, ça ne peut pas être dire. Hey, non, mais parce qu'ils comparent un idéal. Il y a un nirvana dans leur tête qui est là, une utopie, puis ils le comparent avec un monde imparfait. C'est sûr que l'utopie fonctionne tout le temps sur papier, calice. Oui, sauf que dans la réalité, l'analogie qu'on pourrait faire, c'est que le système dans lequel on vit, c'est un ordinateur. Puis toi, tu dis, OK, mon ordinateur, de temps en temps, il y a des glitches. De temps en temps, il faut que je le redémarre. De temps en temps, il y a quelque chose qui ne marche pas avec. Puis lui, il dit, c'est pour ça que moi, j'utilise un papier et un crayon. Tu te dis, non, je vais quand même continuer d'utiliser mon ordinateur. Non. Tu devrais vraiment changer de manière de faire et recommencer à utiliser un papier et un crayon. Ben, c'est ça leur discours. En gros, je le sais, je les ai assez lus, c'est toujours la même affaire. C'est ouais, mais là, il y a des crises. Puis en 2008, il y a eu des crises. Puis le capitalisme a des crises. Puis de temps en temps, là, il arrive s'il y a ça, on va épuiser. Donc, il faut changer de régime. Puis là, quand tu regardes, c'est quoi le changement de régime ou le changement de système, c'est toujours une patente qui, à demi-mot, éco-socialiste. Oh ouais, mais c'est un genre de communisme local où tout le monde est pauvre puis fait cultiver ses légumes. Là, mais t'en veux-tu une meilleure? T'en veux-tu une meilleure? J'ai quand même été encore plus généreux que ça. Parce que dans mon cas, tout ce que j'ai regardé, c'est est-ce que les économies de marché sont capables d'avoir de la croissance et de ne pas endommager l'environnement? Mais c'est possible qu'avoir de la décroissance pour des raisons si le système n'est pas linéaire, whatever, pas entrer dans les maths, mais c'est tout à fait possible que tu aies même de la décroissance et une amélioration environnementale. Fait qu'est-ce qui arrive si on regarde des économies qui ont fait l'inverse, qui ont délibéralisé? On en a un exemple très probable, puis on l'a mis dans l'article, puis on l'a même testé empiriquement avec une autre méthode, c'est le Venezuela, qui est le plus grand délibéralisateur depuis 1970. Quel bel exemple. Regardons, on sait, la méthode qu'on utilise, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toute la littérature qui existe, puis on se campe dans cette littérature-là en disant, on va copier la méthode de ces études-là pour pas que ce soit notre méthode qui détermine les résultats, dans le sens que c'est notre choix de méthode. C'est les autres gens qui vont nous avoir imposé la méthode. Nous, on va juste changer la variable qu'on regarde. Puis ce qu'on regarde, puis si tu veux le mettre à la fin, le Venezuela, lui, Frank, pour toi, si tu veux mettre le visuel, c'est la page 37 du PDF. On regarde le Venezuela. Et le Venezuela a eu relativement au contrefactuel. Donc, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas délibéralisé? Il aurait été à peu près 20% plus riche qu'il l'est présentement. Mais quand on regarde, il n'y a aucun changement de ça sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a per capita ou par personne, donc par personne ou total, il n'y a aucun changement. Donc, le Venezuela se porte pire. En fait, plus on se rapproche de 2000, plus l'effet est important, en fait, contre en fait, il y a même peut-être une augmentation de la pollution. La seule chose qui a changé significativement, c'est que maintenant, parce que le PIB a baissé, les Vénézuéliens
produisent beaucoup plus de CO2 par dollar de PIB. Fait que faire le plan de la décroissance, en fait, est encore pire que l'alternative. Donc, délibéraliser, avoir des économies plus planifiées, ce qu'eux veulent pour coordonner la décroissance, puis avoir la décroissance que le Venezuela a eue, ben, ça empire l'environnement. Donc, encore une fois, quatrième trio, puis même avec le quatrième trio, j'ai encore scoré. C'est fou pareil, parce que quand on regarde, je reviens au graphique de tantôt, là, si tu compares, je vais prendre deux sets de données, là, le monde et les États-Unis. Parce que c'est souvent, on nous parle souvent de trucs mondiaux, puis après ça, on nous dit à quel point les États-Unis sont méchants et ça n'a juste pas de bon sens. Là, le berceau de tous les mâles. Donc, tu regardes le graphique des États-Unis. Là. Clairement, il y a de la croissance et il y a de la diminution de pollution. Là. Je veux dire, il n'y a même pas de question à avoir là-dedans. C'est très clair, le graphique, et tu ne peux pas l'interpréter autrement que ça. Quand tu vas voir maintenant à l'échelle mondiale, je l'ai quelque part ici. Donnez-moi un instant. Ah, World, il est là. Donc, quand tu regardes maintenant à l'échelle mondiale, ça augmente la croissance et la pollution, malgré que tu vois que ça commence à infléchir quand même. Là. Il y a quand même, je pense, c'est quand même sur la bonne direction. Mais quand on nous tient le discours, là, hey, encore cette année, les émissions de GES ont atteint un sommet inégalé, tout ça. Puis là, on switch sur un truc anti-américain 3 secondes après. Là. C'est quasiment tout le temps ça. Ah, la culture de la surconsommation. Puis, je veux dire, j'ai rien inventé. Là. Je ne dois pas bien vous surprendre ce que je viens de dire là. C'est toujours un peu ça qui est amené. Or, ce qu'on oublie de dire, c'est que, Christy, à l'échelle mondiale, c'est pas à cause des États-Unis que cette courbe-là est à manger, que ce graphique-là a de l'air de ça. Là. Au contraire. Je sais pas si c'était possible, mais si on pouvait avoir ce graphique-là en retirant les États-Unis du graphique, moi, je pense que celui-là, ça continue d'augmenter, puis on n'a pas cet écart-là là, ici. Là. Oui, puis écoute, je pense qu'on peut commencer à ramener le troisième puis le deuxième trio. Pas encore le power play, là, mais on peut commencer à ramener des meilleurs arguments. Les économies libérales sont capables d'innover massivement. Puis l'argument là, de pourquoi il y aurait une tension naturelle, puis que parmi les économistes, on admet qu'il y a une forme de tension, c'est juste, c'est pas une tension irréconciliable. Le point pour les économistes, c'est qu'il y a un point de revenu jusqu'auquel il y a une tension, et après, la tension s'amoindrit et disparaît. Le point qui est fait, c'est que normalement, cette forme de tension-là, ça peut être plus difficile à gérer si le problème est international. Donc, tu ne peux pas assigner le blâme à quelqu'un. Et si la personne qui paye plus tard pour le problème n'est pas encore née, c'est une personne dans 100 ans, ben là, c'est difficile d'avoir des politiques publiques pour faire ça. Mais en même temps, ça revient à sous-estimer les capacités créatives des économies libérales. Il y a 10 ans, là, les discours qu'il y avait... c'était que centré sur le charbon, sur un paquet de solutions comme ça. Et on a oublié le fait que dans la période des 10 ans qui ont suivi, le gaz naturel est arrivé de manière complètement inattendue, a été devenu un substitut incroyable, de telle sorte que la production de charbon, l'utilisation du charbon dans la production d'énergie dans des pays comme les États-Unis a baissé. Donc, les émissions de gaz ont été largement baissées par une nouvelle forme de technologie. Uber, qui est une des manières de réduire le nombre d'autos en circulation, Airbnb, qui permet de mieux utiliser la capacité de logement plus efficacement. C'est toutes des formes de technologie qui peuvent gérer le problème du réchauffement climatique sans du tout avoir pour objectif de gérer ça. Dans tous les cas, c'est qu'on essaye de réduire l'utilisation des ressources puis d'être plus efficace. Les économies de marché sont capables, sans être parfaites, d'approximer des manières de réduire, pour la recherche de profit, de réduire les problèmes environnementaux. Puis ça, c'est sous-estimé à quel point c'est puissant. Puis mon article, à moi, il n'est pas tout seul. Il y en a un autre qui est sorti il y a comme quelques mois avant nous. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu qu'on ait pris 1 an à tout fignoler les choses dans cet article-là. Moi, puis Alicia puis Justin, puis tu sais, j'ai fait une joke tantôt, mais Alicia puis Justin, c'est vraiment mes co-auteurs avec qui, tu sais, ça fait plusieurs fois là, qu'on réitère, puis je les aime beaucoup.
Puis on était vraiment surpris de nos résultats. En fait, la chose qui nous a tapé ses nerfs, c'est moi-même, je ne croyais pas mes résultats. Dans le sens que je m'attendais à une forme de tension, puis j'allais devoir utiliser une méthode plus sophistiquée pour voir si c'était le cas. On a utilisé une méthode plus sophistiquée, puis même encore là, la méthode plus sophistiquée mettrait des résultats encore plus forts que tout ce que j'ai dit dans l'émission. Puis on était quand même vraiment surpris. Puis on s'est dit qu'on va prendre la pire version possible de nos résultats, celle qui est la plus contre nous, où est-ce qu'on a le moins de degré de liberté. Vraiment, encore une fois, je suis toujours très surpris de ce qu'on a eu. Il y a quand tu regardes les statistiques dont on parlait tout à l'heure, tu as vraiment des endroits qui ont des graphiques là, absolument surréels, là, genre l'Afghanistan. Ouais. Hey, tu regardes des pays comme l'Afghanistan, je veux dire, c'est tout à fait surréel les statistiques qu'ils ont là. Regardez le graphique, à quoi il ressemble. Ça, c'est la pollution en hausse, pas en croissance en passant. Donc, t'as comme ils sont en déclin au niveau de la population, au niveau de la pollution des années 90. Début 2000, ça repart par en haut. Écoute, c'est la preuve que les talibans sont les meilleurs écologistes sur Terre. Oh oui, vraiment. Ça va super bien. J'ai pogné Yann, là. Ça va super bien. Et là, tu regardes ça et tu te dis, hey, c'est plus 500% de quantité de pollution depuis 1990. Malgré un PIB qui a augmenté de 126% durant la même... et qui est présentement en déclinaison. Et qui est en décroissance, lui, depuis la reprise de pouvoir essentiellement des crottés en question. Les autres qui ont vraiment le bien-être de leur peuple à cœur, pareil. Il y a plein d'autres affaires que ça vaut la peine, que j'aimerais souligner. C'est pas dans l'article, là, mais aujourd'hui, l'Inde, par exemple, a à peu près le même niveau de vie par personne que l'Américain de 1890. Je vais juste répéter ça. L'Indien moyen aujourd'hui vit aussi bien qu'un Américain il y a 130 ans. Mais cet Indien-là pollue 1/3 moins que l'Américain d'il y a 130 ans en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas sous-estimer. Ça, c'est bon. Je veux dire, oui, il y a plus de pollution parce qu'il y a plus de gens sur Terre. Ça veut dire le fait qu'on ait passé des civilisations occidentales à forte croissance économique avec innovation, technologie, ainsi de suite, qu'il y a eu une globalisation qui a amené ces technologies-là dans ces pays-là en voie de développement. Un saut de grenouille, ça s'appelle. Ouais, ça fait leapfrog. Et eux, ils ont l'air d'être vraiment loin. J'essaie d'éviter Eddie Van Roberge qui vient de nous voir. Et eux, ils ont l'air vraiment loin d'avoir atteint le point d'inflexion. Là. Non, ils ne sont pas rendus. C'est assez spectaculaire. Là, quand même, c'est quand même bon que ce soit moins élevé, mais tu vois que c'est vraiment corrélé. Là. J'ai plus de confiance dans une nation comme l'Inde que de la Chine parce que justement, j'ai l'impression qu'ils ont plus de chances d'être capables de libéraliser puis de continuer. Ils ne font pas juste de la libéralisation pour maintenir artificiellement une croissance économique. Je pense, parce qu'en Chine, ils sont chanceux quand même avec la dictature qu'ils ont. Ça leur permet de faire des changements radicaux quand ils sont nécessaires. Puis ils se prennent pas les... Trudeau, là. Non, c'est pas Trudeau, ça. C'est Thomas Friedman. Thomas Friedman aussi a dit ça dans le New York Times. C'est une platitude assez fréquemment répétée. Mais c'est qui a dit ça, Frank? C'est Bruno Marchand, tu te rappelles pas? Il n'y a pas longtemps. On dit qu'en Chine, là, Trudeau l'a dit aussi. Ben oui, mais Trudeau, il disait que c'était pas spécifique à l'environnement, c'était en général, mais Marchand disait la Chine, c'est un exemple en matière d'environnement parce que eux. Un exemple en matière d'environnement, sacrément. Mais le pire, c'est que le graphique que Frank il montre depuis tantôt sur la Chine, là, il faut se rappeler que la Chine trafique des chiffres de PIB. Les chiffres d'émissions, c'est l'autre affaire. La Chine, en fait, on sous-estime à quel point elle sous-performe, qu'elle n'est pas capable de faire ça. Puis ça veut dire que si tu regardes... Moi, j'ai jamais vraiment cru les affaires de double-digit growth annuel d'un pays communiste. C'est genre, on verra éventuellement, on verra. L'URSS a fait le coup souvent. Là. Quand tu regardes dans les années 50, là, ceux qui étaient proches des gens proches des présidents des États-Unis comme Rostow et tout, là, qui disaient c'est incroyable, en URSS, là, ils ont des taux de croissance à 8-10% par année. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Ouais. Là, quand tu allais mettre les pieds là-bas, Christy, si tu t'apercevais qu'il n'y avait pas eu 10% de croissance des dernières années, c'est impossible. Oui, puis ça s'appelle un village de Potemkin.
Oui, c'est ça. C'est que tu présentes quelque chose qui a l'air idyllique, mais en réalité, c'est juste une façade. Mais généralement, en fait, quand on fait ce qu'on appelle, ça a l'air fancy, comment je vais le dire, mais Forensic National Accounting, c'est-à-dire que tu fais des audits. De type CSI. Oui, absolument. On a des enquêteurs. Mais on a des manières de tester si les chiffres statistiques sont truqués. C'est difficile de le savoir quand c'est des dictatures, mais après que les dictatures s'effondrent, généralement, on a accès aux vieux documents. Puis l'empereur était nu. L'empereur était nu. Moi, je le connais particulièrement à cause de Cuba, parce qu'on a toutes les données. Cuba, on a l'avantage que c'est une dictature qui a survécu dans l'époque des satellites. Donc, on peut se servir de données infrarouges, de l'intensité lumineuse la nuit, mais aussi des intensités de chaleur autour des villes. Donc, on a plusieurs types de données qu'on peut utiliser pour imiter la croissance économique. Puis on sait que Cuba bullshit. Mais tu sais, Cuba a le même type de régime que l'URSS ou la Chine, de plusieurs manières. Donc, on sait que les chiffres sont trafiqués à la hausse. C'est pour ça que je dis, en fait, mais ça, si tu tiens compte de ça, ça veut dire que le point de bascule où est-ce que tu pourrais avoir des sociétés plus riches qui sont plus écolos devient beaucoup plus proche que ce qu'on pense. C'est pour ça que, contrairement à tous les écolos, tu sais, encore une fois, je vais faire les disclaimers, là, comme les gens qui disent moi, je suis vacciné, mais je veux dire la chose suivante, là, pour pas que les gens m'écœurent. Je pense vraiment que le réchauffement climatique, c'est un problème. La différence avec les autres qui pensent la même chose, c'est que je ne pense pas que c'est un problème de l'économie libérale ou du marché. Je pense que c'est en grande partie un problème que l'État empire, mais pas que l'être humain n'est pas capable de... Aussi. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a des solutions, parfois réglementaires, parfois fiscales, qui peuvent contribuer, mais surtout technologiques. Puis d'ailleurs, tu remarqueras, puis ça, Frank, il va l'apprécier, ce point-là, là. Les décroissantistes sortent tout le temps contre la folie du techno-optimisme. Puis ils utilisent des mots vraiment techno-optimiste. Oui, Frank, il sait, il l'a entendu. C'est l'idée que nous qui mettons l'idée que l'être humain est une créature tellement créative, qui a tellement et que si tu lui donnes les incitations à créer. C'est pas de la techno-optimiste. Non, c'est la vérité. Mais c'est une folie de ta part. Tu es naïf, Yann. Non, tu es fondamentalement naïf de croire que tout ce qu'on a résolu dans le passé, on n'est plus capable de les résoudre dans le futur. On est trop stupide. Moi, j'ai compris avec mon bac en sociaux. Mais toi, tu n'as pas compris. OK, je suis un imbécile parce que je vis dans la réalité. Non, mais tu n'as pas compris ma réalité. Ah, mais ton astuce de réalité, je m'en sac, man. Moi, c'est la réalité qui m'intéresse. Ça va même plus loin que ça. Ils appellent les vrais décroissants, ils appellent ce qu'ils nomment un techno-jeune. Un techno quoi? Un techno-jeune. Je n'ai pas entendu celle-là. Non, tu n'as jamais entendu? Oh, oui, il y a... Attends un peu, je vais te chercher ça. Décroissance. Fait que là, c'est de octobre, là. Tu bois pas d'alcool pendant le mois d'octobre. Techno-jeune. Puis là, pendant le mois de juillet, tu touches plus à ton téléphone, c'est ça? Ah non, entre autres, tu sais, le fameux droit à la déconnexion. Là, ah oui. Ça vient de ça. Ça a été camouflé derrière ce truc-là, mais ce qui est... Ça n'a pas pogné fort au Québec, le droit à la déconnexion. Non, mais t'as-tu vu comment sont habiles? Droit à la déconnexion a été ils vont jamais dire la première affaire. Non, ils disent jamais la première affaire. Ça, le droit à la déconnexion, ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est que les employeurs, depuis qu'on a des téléphones, ils peuvent nous rejoindre 24/7 avec leur courriel, avec les messages sur Slack. Puis là, on se fait bombarder. Fait qu'on a le droit à la déconnexion. Fait que si tu ne réponds pas pendant le week-end, là, ton employeur n'a pas d'affaire à te sanctionner. Si tu ne réponds pas le soir à son courriel, ton employeur n'a pas d'affaire à te sanctionner. La décroissance implique-t-elle une décroissance technologique? Ça a été publié dans Élucide. Faut-tu être épais? Faire décroître le PIB dans une société capitaliste fondée sur la croissance n'est pas anodin. Cela implique nécessairement de profonds changements. Ouais, no shit, Sherlock. Ces changements doivent-ils aller jusqu'à rejeter la technologie et certains fondements de la modernité? Ben, ça dépend. Est-ce que les pailles en carton puis les fourchettes en bois sont considérées comme de la technologie? On va juste se rappeler que c'est dans leur tête, ces gens-là sont des progressistes. Rejeter la technologie et la modernité. Il faut quand même le faire pareil. Là.
Mais Et après ça, donc, c'est les mêmes personnes qui vont dire que. Puis encore une fois, on va faire le même disclaimer, je ne suis pas un fan de Donald Trump, mais c'est les premiers qui vont dire Donald Trump, c'est comme Hitler en 1930, c'est le même type de gens. Ouais, C'est- mais la- ils la- font tout le la temps le dis- contraire de ce qu'ils veulent. Tu sais, je Ça veux n'a dire. aucun sens comment honnêtement, il y a de la dissonance cognitive chez une grande proportion de gens qui se prononcent sur Mais ces c'est tout le temps sujets-là. pour les autres. Tu sais, je suis persuadé, genre, que si tu leur parles, là, tu dis, est-ce que tu trouves ça important, toi, qu'on rejette les technologies? Est-ce que les gens devraient tous arrêter d'avoir des ordinateurs à la maison? Ah oui, tout à fait. Donc, es-tu prêt à laisser tomber ton ordinateur? Non, mais pas moi. Moi, je suis un chercheur. Moi, je suis important. C'est des personnes comme moi qui devraient avoir des ordinateurs. Ben, tu sais, il y en avait un qui s'était fait pogner à faire ça. Noël, ma mère, que Frank va connaître à cause que Frank suit la France. Noël, ma mère était un candidat présidentiel pour les Verts, je pense, 2007, j'ai envie de dire. Genre, c'était un écolo bien en vue, je pense, 2002-2007. Il était candidat à la présidence de la France. Puis il se présentait tout le temps dans les médias avec son vélo. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a filmé. Bruno Marchand avant son temps. Là. Mais attends une minute, il y a quelqu'un qui l'avait filmé. Il y avait une auto qui l'avait amené à 2 blocs de la place. Mais voyons donc. Il avait débarqué avec son vélo bien fait. Il s'était fait pogner comme ça. Je me souviens plus des détails exactement. Non, t'es pas sérieux. Là. Mais il s'était fait. Oui, ça y avait été pogné comme quoi qu'il était. Crosseur. Mais c'était super drôle parce que t'es là comme. Mais voyons Dans donc. une autre vie, ces gens-là, ils décollent des secs puis des communes. Regarde, c'est ça, dans le Nouvel Observateur 2007, invité par Carl Zéro pour une entrevue, le député-maire de Bègle, Noël Mamère, a affirmé être arrivé en vélo. Or, une vidéo diffusée sur le blog du présentateur montre l'élu vert arriver en voiture. C'est... Fait que tu penses que toi, Marchand, avec ses souliers de course tout le temps, il court pas souvent? Je sais pas si c'est vrai pour Marchand, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fondamentalement pas prêtes à vivre exactement ce qu'ils prêchent. Je pense qu'il y en a des écolos qui sont... Ceux-là, je les respecte parce que si tu vis concrètement ton discours, parfait. Je t'annonce que Fitz, il met pas sa température à 17, puis son lave-vaisselle, il décolle pas pour vrai à minuit. Là. Non, je pense pas qu'il fait ça, le bonhomme. Hey, il y a un chat dans le trio. Salut, Kat! Ah, il est exigeant, ce chat-là. C'est-tu nouveau, ça? Elle a bien nourri, en tout cas. Mais... hein? Elle a bien nourri, en tout cas. Ah, elle est tout petite, mais... Il y a du poil. C'est ça. C'est ça, les chats. Non, je retrouve pas ce que je cherchais, mais ça existe pour vrai, là, ce concept-là, là, du techno-jeûne. C'est en gros, là, on devrait... il parle même de désintoxication technologique là-dedans. Puis... c'est parce que si tu me parles de trucs pour la dépendance, les jeux vidéo, tout ça, moi, j'adopte ça, j'ai pas de problème. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Mais ils sont pas là, eux autres, c'est des crosseurs. À la différence de mes camarades du journal La Décroissance, donc là, c'est un décroissant qui passe leur temps à exclure. Ils vont se dévorer entre eux autres. Je pense que nous devons faire un bout de chemin avec des gens comme Pierre Rabhi, Nicolas Hulot, le mouvement Slow Food, etc. La décroissance est comme une diligence. Même s'il y a un cheval qui tire à U et l'autre à Dia, l'important est que la diligence avance. Les initiatives des villes en transition et de simplicité volontaire, comme ce qu'appelait Ivan Illich le techno-jeûne, s'inscrivent aussi parfaitement dans la décroissance. Oh ouais, regarde. This is good shit! Ah non, mais man, tu sais, je veux dire... Ça me fait rire à chaque fois que tu fais ça. Mais j'aime mieux cette version-là. Sérieusement, j'ai carrément envie de me présenter. J'ai trop manqué de trio. J'ai tellement envie de me présenter juste pour avoir des pancartes avec ma face ça dedans. juste pour faire une élection avec ça, là, puis faire utilité du monde. Mais, le PAQ, le Parti Afuera Québec. Okay, mais je regarde ça, Vincent. T'as un chapeau d'Al Capone en arrière, ça patère. C'est à toi, ça? Oui. J'aime le style. Je m'habille bien quand je suis pas avec vous autres. Mais j'aime le style. Je suis capable de bien m'habiller. Je veux juste pas que les gens le sachent.
C'est comme... Mais comment tu penses que c'est... en fait, comment c'est reçu? Parce que moi, je vais dire mon guess, là, mais ce genre d'article-là que vous publiez, dont on parle depuis tantôt, ben, en fait, moi, je pense que c'est salué probablement par bien des gens dans la profession et complètement ignoré de la part des gens qui auraient intérêt à le lire. Mais tu vois, je ne sais pas encore. Ils sont dans un echo chamber assez solide. Je ne sais pas encore parce qu'on vient de le rendre disponible. On l'a circulé avec quelques personnes. Je l'ai montré à des économistes environnementaux. Fait qu'on a eu, je pense que c'est la 3e version. Justin, moi et Alicia, on l'a présenté à chacun à une place différente. On a eu des commentaires différents, puis on les a incorporés. Puis, je te dirais qu'on a délibéré vraiment longtemps où est-ce qu'on voulait l'envoyer. Puis initialement, moi, je me disais, ben, envoyons-le un journal en économie. Puis après ça, on a comme réalisé, mais tous les économistes sont d'accord avec ce qu'on dit. Le débat entre économistes, c'est quoi les bonnes politiques publiques pour gérer le problème du réchauffement climatique et les problèmes environnementaux. Là, ça, c'est un plus gros débat entre économistes, mais ce qu'on a dit, que c'est pas irréconciliable, il n'y a pas de débat. Donc là, on s'est dit, mais les économistes, tout ce qu'ils vont dire, c'est soit on va être accepté parce qu'on tapoche sur du monde. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple. Quand je dis je vais tapocher sur du monde qu'aucun économiste n'aime, je suis associate editor à un journal. Puis à un moment donné, puis le journal, c'est Structural Change and Economic Dynamics. Moi, puis l'éditrice, à un moment donné, l'éditrice en chef, on parle. Puis la discussion va sur les décroissances. Puis elle est clairement, tu sais, elle vote Labour en Angleterre. Elle est très à gauche. Tu sais, elle puis moi, là, on est à 2 spectres différents de l'idéologie. Puis elle dit, Chris, que je ne suis pas capable d'être décroissantiste. Moi, ça dit, Chris, c'est une British, ça doit être cute, ça. Moi, il n'y a pas de Chris, là, mais ça venait avec... bloody. They are bloody. Je ne me souviens pas du détail. Bloody hell, mot, they are... Mais they are pieces of shit, you know? Pieces of shit. Aren't they magnificent pieces of shit, aren't they? mais non, mais elle et moi, on parlait, puis j'étais comme, tu sais, si elle et moi, les 2 extrêmes, on est d'accord, la seule raison qu'un journal d'économie l'accepterait, notre article, c'est parce qu'un économiste, l'éditeur, veut taper sur ces gens-là. Puis ça ne va pas avancer la conversation. Fait qu'on l'envoie, maintenant, on a décidé de l'envoyer exclusivement à des journaux environnementaux. Donc, on a commencé avec... Ça, j'aimerais publier. Ben, en fait, on a déjà passé le desk à un journal. Donc, quand tu passes le desk, ça veut dire que tu vas voir les arbitres. Ça veut dire que l'éditeur a jugé que ça valait la peine de prendre le temps des arbitres au lieu de juste le jeter au vidange. Déjà là, c'est un bon signe quand tu passes le desk, c'est-à-dire que l'éditeur ne fait pas juste un revers un rejet du revers de la main. C'est comme l'envoyer, mais je sais que ce n'est pas du peer review, mais l'envoyer à la gang de Bjorn Logborn, par exemple, ça n'avancerait pas ta cause. Tu veux le publier dans le shit à eux autres. Ben, je vais l'envoyer à tout le monde après, mais je veux qu'il soit peer review dans un journal qui n'est pas celui qui plaît à des gens que je suis déjà en accord avec eux ou qui sont déjà en accord avec moi. Je veux vraiment essayer de m'adresser à un auditoire qui serait intéressé à la conversation. Surtout que si tu regardes le ton de l'article, le but, je sais qu'on est baveux dans le podcast parce qu'on s'imagine qu'on discute avec les gens de l'Iris ou du Michelina réchauffé qui travaille à Radio-Canada puis qui a une émission que personne n'écoute. Je laisserai sans... ou de Olivier Niquette? Parce que c'est dur de savoir desquels tu parles. Honnêtement, du choix. C'est un personnage générique. Tu peux mettre le nom que tu veux dessus. Okay. L'incompétence a plusieurs faces. Non, mais c'est sûr. Mettons que quelqu'un écrivait de quoi là, qui est très, très à gauche, très interventionniste sur le plan économique. Si tu veux que ça ait une certaine crédibilité, moi, j'essaierais de faire peer review mon truc par des économistes free market. Là. Si eux, dans le fond, regardent tes trucs et disent ben pour vrai, ce que tu as amené, c'est bon. On n'a rien à redire puis l'article se tient. Tu es sûr et certain que ton article est de qualité. Oui, puis tu sais, il faut se rappeler d'une chose. Mes articles scientifiques, entre nous autres, je suis baveux. Puis, tu sais, quand tu mets dans une conversation à bâton rompu, je suis très baveux, puis je ricane. Quand j'écris un article scientifique... Tu mets le chapeau melon. Je suis généreux, j'évite de faire des petites boutades. Un article scientifique, ça a pour but d'avancer une conversation. Puis je pense que celui-là, il y a une petite chance de pousser la conversation dans la bonne direction.
toute fin pratique en engageant sur les meilleurs arguments possibles des décroissantistes, puis leur dire, ben, Ah, mais je suis content de Même voir ton- que votre élevage de licorne, il va bien. Ça va, c'est quand même ah ouais, intéressant. je maintiens que c'est des licornes, mais maintenant, je pense que je viens de montrer que c'est des licornes. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Justement, là, c'est assez la générosité, ça se termine maintenant. C'est ça, c'est un podcast de capitalisme. Fait Vous voulez le que, reste payé? Joignez-vous avec nous sur Patreon. Exactement. C'est là que Vincent devient on-chain. Donc,